Le vendredi 28 juin, ce soir à 24h60, après les nausées, David Saint-Jacques revient les deux pieds sur terre. J'étais magané. C'était pas facile. Oui, la gravité est redevenue mon ami. L'astronaute raconte sa mission de 6 mois dans l'espace. Sa conjointe, Véronique Morin, est mon invitée. Rapport accablant sur la DPJ de la Mauricie. On n'a pas été en mesure d'offrir des services exemplaires. C'est inacceptable. Les enfants placés en famille d'accueil dysfonctionnelle. La pénurie de familles d'accueil. La population a un rôle à jouer là-dedans. Comment la DPJ peut-elle renverser la vapeur? Une mise en garde du président Trump sous la rigolade. Et deux femmes se démarquent au débat à l'investiture démocrate. I want to return government to the people. America does not want to witness a food fight. They want to know how we're going to put food on their table. Yes? John Parizella et Julien Toureille au carnet américain. Moi, c'était surtout un problème d'équilibre. Je me sentais incapable de me tenir debout. Maintenant, ça va bien. J'ai même commencé à faire mes premiers essais à courir hier, mais je peux marcher correctement. Je fais quand même attention pour pas, je veux pas me mettre dans des situations dangereuses. Fait que je préfère prendre un bain avec mes enfants plutôt que prendre une douche, des choses comme ça. Sinon, les nausées, c'est fini. Il y a un peu une espèce de sentiment je me sens un peu la tête légère, si on veut. Ça, encore une fois, ça s'améliore à chaque jour. Donc, le retour sur Terre se fait bien. Donc oui, la gravité est redevenue mon ami. Ouais. Mon régime alimentaire est très strict et c'est 100% la nourriture préparée par moi et mon épouse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission. L'astronaute québécois David Saint-Jacques donne de ses nouvelles pour la première fois aujourd'hui, 4 jours après son retour sur Terre, à l'issue d'une mission de 6 mois dans l'espace. Il avait bien meilleure mine aujourd'hui, vous l'avez noté. Il reprend donc des forces entouré de sa famille au centre spatial Lyndon B. Johnson de Houston, au Texas. Ses 3 enfants ont accueilli leur papa avec des étoiles dans les yeux, comme l'explique sa conjointe, Véronique Morin, avec qui j'ai parlé un peu plus tôt. Madame Morin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je dois vous avouer qu'on est un peu rassurés d'avoir vu M. Saint-Jacques aujourd'hui, David Saint-Jacques, en pleine forme, très loquace, très vivant dans sa conférence de presse, parce qu'on était un peu inquiets quand il a débarqué de la capsule Soyouz. Comment se porte-t-il depuis 4 jours? Bien, comme vous avez pu le voir, il se porte très bien. Je dirais que de jour en jour, même d'heure en heure, on retrouve le David qu'on connaît. Le temps fait bien son œuvre avec la gravité à petite dose. Son corps est en train de se réadapter à la vie sur Terre. Et il dit à chaque battement de cœur, ça va mieux, mais il prend encore son bain plutôt que de prendre une douche à cause de ses problèmes d'équilibre. Ça ressemble à quoi depuis 4 jours, sa vie et votre vie? Alors, d'abord, le premier 24 heures, David est atterri dans les steppes du Kazakhstan, puis à partir de là, ça prend 24 heures de transit pour qu'il puisse être rapatrié. Il a été rapatrié ici à Houston, où je me trouve présentement. Ensuite, il a été amené, il a atterri tard, là, en fin de journée, le 25, donc mardi. On a été emmenés, donc toute la famille, on est venu passer la nuit dans un édifice sur site Johnson Space Center qui s'appelle Crew Quarters. C'est où les astronautes viennent là, pour leur réhabilitation. On a dormi, donc toute la famille a fait du camping à Crew Quarters pour la soirée. David avait des tests jusqu'à très tard, ou en tout cas très tôt le matin. Des tests. Donc, c'est sûr que les scientifiques veulent avoir donc le temps tout de suite après l'arrivée de l'astronaute et du temps précieux pour tous les tests qui ont à être faits. Fait que les astronautes sont très occupés. On a passé la nuit ici, on a pu déjeuner ensemble le lendemain matin. Puis David est parti pour une autre journée là, de tests qui ont été assez chargés. Puis il a pu rentrer à la maison donc mercredi soir. Puis tranquillement, on reprend la vie, la vie normale. Là. Depuis, il passe ses journées ici sur le site de la NASA, puis mais il est capable de rentrer quand même à la maison, puis reprendre sa place. Ouais. Et comment vous avez des enfants de jeune âge, de jeunes enfants, comment ils ont réagi en le retrouvant?
Mais les enfants étaient bien préparés, un peu comme à chaque voyage ou à chaque sortie. On révise toujours en famille c'est quoi les attentes, c'est quoi les consignes. Puis on avait quand même parlé depuis plusieurs jours des effets de la gravité sur le corps de papa. On savait à quoi s'attendre. Les enfants savaient bien que l'équilibre serait fragile. Alors avant d'entrer, on a accueilli David, les enfants ont pu entrer dans l'avion qui amenait David. On leur avait dit de pas tourner la tête de papa en lui donnant des bisous, de faire attention, de parler avec une voix douce, de marcher. Ils ont été très très prudents, très corrects, très concentrés. Mais c'est sûr qu'il y avait les étoiles dans les yeux. Ils étaient très contents de le voir. Puis ensuite aussi contents de pouvoir l'aider. Les garçons lui ont tenu la main pour qu'il descende d'avion. C'est ça, puis il taquine un peu en disant il faut qu'on s'en occupe un peu comme de de la plus petite, c'est ça? Parce qu'il a des problèmes d'équilibre? Oui. Oui, absolument. Oui. Il se rappelle de quand leur petite sœur a appris à marcher. Puis ils savent qu'au niveau de l'estomac, c'est un peu fragile aussi, là. Ouais, il faut qu'ils réapprennent à marcher comme un bébé. Parlant d'estomac, il dit, M. Saint-Jacques dit en conférence de presse, à un moment donné, un journaliste lui a demandé est-ce que vous allez vouloir manger une poutine, par exemple? Il a répondu non, ce que je veux manger, c'est de la bouffe familiale. Donc, il veut être à la maison, il veut être avec les siens, puis entouré, cocooné. Absolument. Ce qu'on recherche actuellement, c'est la vie normale. C'est ça qui est précieux. Toutes ces petites choses qu'on prend pour acquises, lire l'histoire le soir, manger du pâté chinois, puis vraiment la petite vie du quotidien ensemble qui nous a manqué là, dans les derniers 3 ans. Comment vous avez... Ah oui, parce qu'on parle beaucoup des 6 derniers mois, mais c'est une aventure de 3 ans pour vous et pour lui, pour la famille. Comment vous avez vécu ces 6 mois dans l'espace? Aviez-vous des contacts avec lui? Comment ça se passait? Oui, absolument. On avait, d'abord, on est quand même bien entraîné pour gérer l'absence, hein, parce que comme les missions sont préparées pendant 3 années, David a passé 2 années à être plus souvent parti qu'à la maison. Alors, toute la gestion de la maison, les dynamiques familiales, les dynamiques d'absence, la communication aussi, on avait pu tester, si on veut, plusieurs manières de s'adapter à l'absence. Alors, pendant les 6 mois, c'est ça qui s'est mis en œuvre. Aussi, tout notre réseau de support qu'on avait sollicité puis qui était très présent. Ça s'est très bien passé. Puis, on s'est bien adapté aussi à l'absence côté communication. David était en communication constante avec moi, m'appelait plusieurs fois par jour. J'ai vraiment eu l'impression d'être un ancrage pour lui, mais aussi de vivre la mission de manière intime là, au quotidien. Très bien. Eh bien, saluez-le de notre part. Tout le monde ici est très fier de lui, mais dites-lui qu'on n'est pas sûr qu'il va pouvoir marcher incognito dans les rues de Montréal comme il le souhaite parce qu'il est devenu une véritable étoile ici. Madame Morin, merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Le processus d'évaluation des familles d'accueil n'est pas conforme aux normes et standards prévus et n'est pas entièrement complété. Les familles d'accueil ne bénéficient pas d'un suivi approprié. Il n'existe pas de processus lors de plaintes concernant une famille d'accueil ou de conduite inacceptable de celle-ci. Quand j'ai vu les chiffres là, qui étaient dans le rapport, j'ai été scandalisé. Là. Ça m'a donné la nausée de voir ce qui s'est passé dans les dernières années dans cette région. Pour ce rapport-là, nous, on veut s'assurer que les recommandations soient suivies. D'ailleurs, j'ai demandé qu'on donne un accompagnateur extérieur pour accompagner le nouveau PDG dans la réalisation de ces demandes. C'est un rapport dévastateur pour la Direction de la protection de la jeunesse de la Mauricie et du Centre du Québec. Dans son enquête qui a duré 4 ans, c'est la plus longue de son histoire, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse conclut que les services offerts aux enfants qui sont hébergés en famille d'accueil dans cette région comportent des lacunes majeures, c'est le terme employé, et que les droits des enfants ont été lésés. J'en ai parlé avec le directeur de la protection de la jeunesse pour la Mauricie et le Centre du Québec, Robert Levasseur, un peu plus tôt. Monsieur Levasseur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le rapport de la Commission est accablant. Le pairage était inadéquat pour le quart des familles d'accueil en Mauricie. 5 familles ont été accréditées alors que vous saviez qu'elles avaient des problèmes. Le tiers des enfants placés dans des familles d'accueil ont été l'objet de signalements pour des abus sexuels ou physiques. Est-ce que vous les protégez, les enfants, ou vous faites juste les caser?
Premièrement, là, on vient de recevoir le rapport, puis il faut comprendre que moi, je suis en poste depuis le mois d'octobre dernier et tout est mis en notre œuvre là, pour... on a déjà apporté des modifications pour protéger les enfants et non pas les caser, mais qu'il y ait un milieu de vie sécuritaire pour qu'ils puissent évoluer. Le rapport dit que le choix de la famille de placer des enfants était fait plus en fonction de la disponibilité des familles d'accueil que des besoins des enfants. Ça, est-ce que vous l'avez constaté? Bien, il faut comprendre qu'il y a des familles d'accueil partout sur le territoire. Parfois, on est en pénurie, là, on est en recrutement. On met en place des moyens pour justement recruter de plus en plus de familles d'accueil pour être capable qu'on ait de la disponibilité puis faire les meilleurs pairages possibles. OK, mais on se comprend, M. Levasseur. Les enfants, ils étaient placés, puis on était content qu'ils soient placés, puis on les oubliait un peu dans les familles d'accueil par la suite parce qu'on se disait ils sont dans une situation stable, puis on ne fera pas de suivi. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Bien, je pense que le problème, là, c'est que les gens, là, ils ont fait tout en leur devoir pour être capables de fournir des ressources les plus adéquates possibles pour les enfants. Depuis mon arrivée, on a pris connaissance du rapport hier, puis ça va nous servir de levier comme amélioration. Puis on a resserré, depuis mon arrivée, l'accréditation des familles d'accueil ainsi que le niveau de dérogation pour ne pas se retrouver dans ces situations-là. Donc, vous étiez au courant de ce qui a été souligné, révélé aujourd'hui par la Commission des droits de la personne? La Commission des droits de la personne, on a toujours collaboré. Puis, à chaque fois qu'ils nous faisaient mention de quelque chose, on a mis des moyens en place pour les améliorer. Sauf que ça prend un rapport de la Commission des droits de la personne, on a l'impression, pour vous signaler des choses. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe à la DPJ, puis là, je comprends que vous êtes arrivé au mois d'octobre, mais les enfants qui ont été placés il y a 3 ans ou au mois de décembre dernier, ça leur importe peu qui étaient à la direction de la DPJ. L'organisation n'était pas au courant qu'il y avait des dysfonctions importantes, des lacunes importantes dans l'organisation? Depuis la mise en place du rapport, du début d'enquête, pas du rapport, mais du début d'enquête en janvier 2017, un groupe s'est formé en février 2017 pour justement améliorer, reviser toute la situation des enfants hébergés, puis s'assurer qu'on puisse remédier aux situations de vulnérabilité. Donc, le rapport porte sur la période 2013-2016. Ce que vous nous dites, là, c'est que dans 1 an, on ne se retrouvera pas dans la même situation à se dire « Wow, la DPJ de la Mauricie, elle a placé des enfants dans des familles d'accueil, puis après ça, elle s'en est lavé les mains, puis elle les a oubliés là, puis ils ont été victimes d'abus. » Ça, vous nous dites, on n'en aura plus de ça. Sachez que la clientèle est très vulnérable. Moi, ça fait 30 ans que je suis en protection de la jeunesse et le but pourquoi j'ai été DPJ, là, c'est pour construire un avenir à ces jeunes-là, puis pas pour me retrouver en situation de lésion de droit. Puis on prend le rapport de la CPDJ comme un levier d'amélioration, puis on va tout mettre en œuvre comme organisation pour éviter ces situations. OK. C'est facile aujourd'hui, M. Levasseur, de vous lancer la pierre puis de vous tenir responsable de cette situation qui est troublante, à certains points de vue révoltante aussi. Mais dans le quotidien des intervenants, là, ça marche comment à la DPJ? Est-ce que vous avez les moyens nécessaires? Est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour protéger les enfants du Québec? Présentement, on est justement en train de rehausser le plan de poste pour stabiliser les équipes puis être capable de fournir de la continuité de l'intervention. Aussi, on va travailler sur... Excusez-moi, M. Levasseur, stabiliser les équipes puis de la continuité de l'intervention, ça veut dire quoi, ça? Bien, stabiliser les équipes pour éviter qu'il y ait du roulement de personnel. OK, donc il y a beaucoup de roulement de personnel chez vous. Bien, il y a beaucoup de roulement de personnel parce Pourquoi? que c'est... Bien, les gens, le plein emploi, puis ils peuvent magasiner partout, c'est au plus offrant. Puis il faut comprendre que nous, on a décidé d'investir sur des postes, de titulariser des gens. Puis en titularisant puis en stabilisant ces équipes-là, ça va faire en sorte qu'on va être en continuité de service auprès de la clientèle. Et puis continuité de service, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne les oublie pas dans une famille d'accueil, je présume. Ça veut dire qu'on répond aux mesures du tribunal puis aux mesures volontaires. Puis au lieu de parler de ces jeunes-là, on va parler avec eux pour être capable de travailler sur leur potentiel et enrayer les situations de protection pour qu'ils puissent reprendre leur vie normale. Avez-vous besoin de plus d'argent? Bien, présentement, il y a des négociations qui se font avec le ministère. Puis, depuis le printemps, le ministre Carman a annoncé Agir tôt qui va travailler en amont, puis aussi des mesures de soutien qui va fournir du mentorat pour nos nouveaux employés pour éviter justement que les gens s'essoufflent puis qu'ils partent de notre organisation. Est-ce que vous vous excusez auprès de ces enfants? Moi, je m'engage à travailler très fort pour faire une différence et éviter ces situations-là se reproduisent. Mais pas d'excuses?
Je vais travailler très fort pour que ces situations-là soient évitées. Et comme je disais au début de notre rencontre, c'est inacceptable. Et moi, comme DPJ, ce n'est pas une situation que je considère comme saine. Est-ce que vous allez faire des démarches pour qu'on vous entende d'ailleurs? Je ne sais pas, au CIUS, par exemple, qui est l'organisme qui est au-dessus de vous, que le ministre vous entende, qui vous donne les moyens de faire votre travail? Bien, sachez qu'aujourd'hui, on avait une conférence de presse avec mon PDG, M. Carole Filion, et il s'est engagé auprès de la population à mettre de l'avant des moyens pour qu'on bâtisse la jeunesse et qu'on l'investisse. Et sachez qu'au niveau du ministère, le ministre Carman est très sensible à la situation de tous les enfants au Québec. Et c'est pas juste en Mauricie-Centre du Québec qu'on vit ce phénomène-là. Il y a quelques 3000 jeunes qui attendent pour des évaluations de signalement au Québec. Donc, il est très préoccupé. Je prends en terminant le communiqué qui a annoncé votre nomination en juillet dernier, en juillet 2018. Ça dit: vous allez devoir faire la gestion et l'évaluation des activités en protection de la jeunesse pour en assurer une trajectoire de services fluide et performante. Ce qu'on vous demande, M. Levasseur, puis on comprend que vous avez besoin d'avoir les moyens pour le faire, c'est de protéger les enfants. Ce que vous nous dites, c'est que vous allez faire ça. La trajectoire fluide et performante, là, ça ne veut pas dire grand-chose. Bien, en termes clairs, là, c'est que toutes les actions qu'on va prendre, là, c'est pour respecter les droits de ces enfants-là, puis s'assurer qu'ils soient dans des milieux qui puissent agir leur potentiel puis qu'ils soient en sécurité. Très bien. On portera attention à ça. M. Levasseur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Le premier ministre Justin Trudeau dit avoir eu de brefs échanges constructifs avec le président chinois Xi Jinping au sommet du G20 à Osaka, au Japon. Mais ce sont surtout les regards soigneusement évités entre les deux hommes qui ont retenu l'attention. Voici votre journée en 60 secondes. Les gens en vélo aujourd'hui, on vous a entendu. La désinvolture de Donald Trump à l'égard de Vladimir Poutine ne fait pas rire les démocrates. Julien Toureille et John Parizella seront là pour notre carnet américain. President Trump, I want you to look at this photo. These are not drug dealers or vagrants or criminals. I don't want to see another picture like that on the U.S. border. I hope that picture alone will catalyze this Congress, this Senate, this committee to do something. I hate it, and I know it could stop immediately if the Democrats change the law. They have to change the laws. Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года. Президент США прореагировал очень позитивно. Un drame au Texas dimanche, la noyade d'un jeune père salvadorien avec sa fille de presque 2 ans. Il tentait de traverser le Rio Grande qui sert de frontière entre le Mexique et les États-Unis dans cette région. Cette tragédie a soulevé l'émoi à Washington. Vous l'avez constaté dans les extraits qu'on vous a montrés. On va en parler dans un instant de cette tragédie, mais parce que il y a d'abord le sommet du G20 qui a commencé et où on scrutait les interactions entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et vous avez vu comment ils ont blagué un peu au sujet de l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.
c'est le carnet américain, avec Julien Toureille, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Julien, bonsoir. Et John Parizella, professeur invité au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. John, bonsoir. Bonsoir. Julien, je commence par vous. Évidemment, c'est un peu... il y a toujours un petit malaise dans ces photo-op entre les chefs d'État où on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit dire et comment ils doivent se tenir. Mais de blaguer un peu sur l'histoire de l'ingérence et du rapport Mueller pour M. Trump, quel message ça envoie, quelle impression ça laisse? Bien, ça confirme le peu d'intérêt, le peu de sérieux avec lequel il traite cette question-là. Alors évidemment, c'est pas nouveau. Hein. Il y a 2 semaines, à peine dans le cadre d'une entrevue à la télé, il avait dit qu'il serait prêt encore à accepter des informations provenant de l'étranger. Donc il minore, depuis qu'il est à la Maison-Blanche, cet enjeu-là. Et il a même évoqué la question des fake news avec Vladimir Poutine dans ce même aparté. Donc on voit que c'est... En disant qu'en Russie, il n'y en a pas de fake news, mais qu'aux États-Unis... Voilà, et Vladimir Poutine a dit qu'aussi il avait quand même ce problème-là. Et on a, ce qui est assez paradoxal quand même et assez troublant, un président des États-Unis qui, de façon répétée sur la scène internationale, attaque des fondements de la démocratie américaine, et ce qui ne manque pas évidemment de faire réagir, notamment chez les démocrates. Et pour certains, John, ça rappelle la Finlande en juillet 2017 où M. Trump avait pris le parti de Vladimir Poutine plutôt que ses services de renseignement. C'est comme si il fait plus confiance à Vladimir Poutine finalement qu'à ceux qui sont supposés l'aider. C'est le mystère pour certains. Évidemment, il y a toutes sortes de théories à l'effet que M. Poutine a des choses incriminantes. Des informations incriminantes. Incriminantes sur M. Trump. C'est bien ce que Julien dit. Il y a cette... il remet en doute les forces sécuritaires des Américains, mais le message qu'il envoie clairement, c'est qu'il ne prend pas ça au sérieux. Mais pour lui, qu'est-ce qui l'agace beaucoup, c'est que s'il concède tout ce qui s'est dit dans le rapport Mueller et par les forces d'intelligence, ça peut délégitimiser son élection. Et aujourd'hui, l'annonce que le président Carter aurait dit que le président Trump est probablement élu à cause de la Russie, et donc c'est un président illégitime. Je pense que ça, c'est ça sa grande crainte, et vous pouvez imaginer qu'est-ce qu'il va répondre au président Carter. Donc on est dans une situation où M. Trump, il y a un agenda de G20 très important, mais il risque toujours, à cause de son caractère imprévisible, de changer la donne et de changer la nouvelle. Et là, c'en est un autre exemple. Avec des répercussions à l'interne pour lui, éventuellement pour M. Trump. Oui, et beaucoup de réactions négatives en ce moment aux États-Unis, surtout sur son commentaire sur les journalistes, parce qu'il y a quand même 26 journalistes depuis que Poutine est au pouvoir qui ont perdu la vie dans des situations assez douteuses. Donc, ça continue à faire des vagues aux États-Unis. Et parlant de journalistes, petit grincement de dents en voyant le prince Ben Salman aussi tout sourire à cette photo de groupe du G20, alors que on présume qu'il a eu quelque chose à voir avec la mort du journaliste Khashoggi. Bon, ça, c'est pour les grands de ce monde. 2 autres grands de ce monde, en fait, deux de ceux qui sont là, M. Trump et M. Xi Jinping. Donc, il y a une rencontre demain entre le président chinois et le président américain. Quels sont les enjeux ici, Julien? Il y a beaucoup de dossiers à traiter. Évidemment, on est en pleine guerre commerciale entre Washington et Pékin, avec Donald Trump qui menace encore d'augmenter les droits douaniers sur toutes les importations en provenance de Chine. On s'attend à ce qu'il y ait une forme de compromis, ou du moins une pause dans cette guerre commerciale, qui sera peut-être liée à un autre dossier, qui est celui de la compétition technologique, avec évidemment l'affaire Huawei. Et là, il y a des craintes à Washington, chez les alliés républicains de Donald Trump, à l'effet que celui-ci serait peut-être trop passif vis-à-vis de Xi Jinping, un peu buddy-buddy comme il est avec Vladimir Poutine, et qu'il accepte en fait à ce que les entreprises américaines puissent de nouveau fournir Huawei au détriment donc, de la sécurité nationale. Il faudra voir comment Donald Trump gère ce dossier. Et peut-être le troisième enjeu qui sera important, évidemment, pour le Canada et Justin Trudeau, ça va être de voir est-ce que Donald Trump va concrétiser sa promesse qu'il avait faite la semaine dernière à Justin Trudeau, à savoir mentionner le cas des 2 Canadiens détenus par Pékin. On n'est pas sûr de le savoir parce que ça va se passer derrière des portes closes, donc on verra bien. Le temps file. John, je vais vous amener sur cette photo d'un jeune père salvadorien de 25 ans et de sa fille de 2 ans, retrouvés sur les rives du Rio Grande. On a tous été troublés par cette photo-là de migrants qui essayent de traverser pour venir aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose dans le débat aux États-Unis? Réponse courte, non, mais il y a eu quand même des changements cette semaine. Il y a eu quand même un projet de loi qui a été présenté à la Chambre, qui a passé, évidemment, dans la Chambre dirigée par Mme Pelosi, et une contrepartie
modifié, passé par le Sénat avec l'appui des démocrates aussi. Donc, c'était quelque chose comme 80 votes contre peut-être 5 ou 6. Il y avait des absents, évidemment, sur les 100 sénateurs. Et finalement, c'est le projet de loi du Sénat qui a passé, mais on peut dire que c'est un projet de loi bipartisan, à l'exception que la gauche démocrate est mécontente et Mme Pelosi a dû s'imposer. Là, il y a eu quand même un mouvement, il faut le dire, mais ça a pris ces photos-là pour avoir du mouvement. Sur la question de l'immigration, c'est tellement complexe, c'est dur à le résumer dans quelques secondes, mais vous avez la question des Dreamers, le fameux des gens qui sont venus ici, amenés aux États-Unis, excusez-moi, par leurs parents et qui n'ont pas de statut. Et vous avez toutes les questions de la migration qui rentre aux frontières. Et tout l'autre élément à ne pas perdre de vue, c'est que les États-Unis, M. Trump a coupé des fonds pour aider des pays pour lutter contre la corruption et la violence, qui est la cause des déplacements vers le Mexique et l'entrée aux États-Unis. Donc, c'est très complexe, mais je ne suis pas très optimiste. Puis le débat avec les démocrates qui a eu lieu depuis 2 soirs démontre que M. Trump veut encore faire l'immigration un enjeu. Un enjeu pour la campagne présidentielle de 2020. On va s'arrêter. Après, on va justement parler de cette campagne-là et des premiers débats à l'investiture démocrate. It has been far too long that the monopolies have been making the campaign contributions, have been funding the super PACs, have been out there making sure that their influence is heard. I want to return government to the people. A new democracy that is revived because we returned power to the people. No PACs, no gerrymandering, automatic and same-day voter registration to bring in more voters, and a new Voting Rights Act to get rid of the barriers that are in place now. That's how we each have a voice. It was hurtful to hear you talk about the reputations of 2 United States senators who built their reputations and career on the segregation. Mischaracterized my position across the board. I did not praise racist. That is not true. Everything I've done in my career, I ran because of civil rights. Alors, vous le voyez, le débat démocrate à Miami, en Floride, a mis le meneur Joe Biden un peu sur la défensive. Hier, c'est Mme Harris qui l'a fait. On poursuit notre carnet politique avec John Parisella et Julien Touré pour parler de ces 2 débats qu'il y a eu cette semaine. C'est le temps de sortir votre écran 70 pouces parce qu'on va vous montrer les 20 candidats qui étaient en débat cette semaine. En fait, ils sont 24, mais il y en avait juste 20 qui se qualifiaient selon les appuis qu'ils ont pour participer à ces débats. Julien, qu'est-ce que vous retenez des 2 exercices qui ont été tenus 2 fois 10 là, cette semaine? Bien, ils vont permettre un peu de décanter ce champ de candidats démocrates. Alors c'est vrai que ça avait posé beaucoup de questions, notamment sur la façon dont le parti gérait cet exercice, qui est crucial quand même dans la perspective de l'élection de 2020. Et on avait vu il y a quelques semaines que les électeurs démocrates, dans des enquêtes d'opinion, estimaient à une proportion de 8 sur 10, donc plus de 80%, qu'il y avait trop de candidats. Trop, c'est comme pas assez. Voilà, et qu'il fallait réduire ce cheptel, si on peut dire. Et il y aura un prochain débat, a priori, au mois de septembre. Peut-être que d'ici là, certains des candidats qui n'ont pas très bien performé au cours des 2 derniers soirs auront décidé de jeter l'éponge. Il y a manifestement une dizaine à peine de candidats qui sont aujourd'hui compétitifs. Parmi cette dizaine, il y en a 5 qui ressortent du lot. On pourra y revenir. Donc c'est le premier enseignement de ce débat-là, c'est que vraiment l'intuition de l'électorat démocrate s'est avérée assez juste finalement, et les sondages, dans ce cas-là, étaient assez précis de ce qu'on a pu voir au cours des 2 derniers soirs. Dans les débats, John, on dit souvent, dites-moi qui est celui qui est le plus attaqué dans les débats. Je vous dirai qui est le meneur dans cette course à l'investiture. Ici, on a l'impression que c'est M. Biden qui était sous le feu de ses adversaires. M. Biden et M. Sanders, dans tous les derniers sondages, étaient autour de 30 %. Et Mme Harris et la plupart des autres étaient au-delà de un peu de 5 ou 6 %. Donc, c'est clair que Mme Harris, il fallait qu'elle score. Elle a scoré. Elle a très bien fait. Parce que juste pour remettre les choses en perspective, il était question de ségrégation dans les années 60-70. Oui. Les enfants noirs voulaient prendre l'autobus scolaire pour aller à l'école. Oui. Il y avait des pressions pour que le fédéral finance ce transport scolaire. Et Mme Harris était une des jeunes filles ou des enfants qui prenaient ces bus scolaires pour aller à l'école. Puis là, il accuse M. Biden de ne pas avoir voulu que le fédéral finance ou qu'il était contre ce transport scolaire pour les Noirs, notamment.
Vous l'avez très bien résumé. Et évidemment, ça démontre aussi qu'on parle du bilan de M. Biden il y a environ 30 ans. Oui, c'est ça. Hein, donc, ça démontre qu'il y a un jeu de génération. Puis dans ces deux débats-là, on s'attendait à avoir beaucoup d'attaques sur M. Trump, mais c'était vraiment axé sur des enjeux, sur des questions comme l'immigration, comme les soins de santé, comme des questions économiques, etc. Donc, au bout de la ligne, il y a, comme Julien dit, il y a à peu près 4-5 candidats qui vont probablement durer à travers les 6 prochains mois. Donc, c'est clair que M. Biden va rester là. La question à savoir, est-ce que M. Biden va perdre beaucoup sur sa contre-performance d'hier? Ouais. Moi, je pense qu'il y a un côté affectif qui le favorise. Il y a un name recognition, pour employer l'anglicisme. Donc, il va probablement avoir une baisse, mais peut-être... il devient vulnérable maintenant. Il y a M. Sanders, mais M. Sanders n'a pas fait de gains. S'il y a une personne qui a fait des gains au détriment de M. Sanders, c'est Mme Warren, qui a définitivement gagné le débat de mercredi soir. Et s'ajoute M. Buttigieg, le maire, qui a très bien performé, mais lui, il y a un problème. On a un problème quand on analyse comment il peut se rendre à gagner. Donc, on a à peu près ces 4-5-là. Il y a peut-être Cory Booker qu'on pourrait ajouter. Beto O'Rourke semble être la star du départ. Et maintenant, ça semble... et lui, ce serait un qui, probablement, quitterait avant Noël la campagne. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. C'était normal que Joe Biden soit attaqué. Il a un passif assez important. Mais est-ce qu'il a trébuché hier? Pas tant que ça, mais il n'a pas été flamboyant. Finalement, le surnom dans la fuble Donald Trump, Sleepy Joe, c'est quand même avéré assez juste, là, pour le coup, hier, et c'était assez fascinant. Mais le débat sur la ségrégation rappelle aussi, c'est l'évolution du Parti démocrate depuis les années 60, qui était quand même le parti de la ségrégation. Alors aujourd'hui, il est devenu le parti progressiste qui fait un virage à gauche sur bien des enjeux. On l'a vu, ça aussi, au cours des deux derniers débats, enfin des 2 dernières soirées, sur les questions d'immigration, sur la question de l'assurance santé, où même Mme Harris a dit qu'elle était pour supprimer l'assurance privée. Alors là, elle a peut-être ouvert une porte à la critique, à une certaine faiblesse, parce qu'elle est revenue aujourd'hui ou après le débat hier sur cette position-là. Donc il faudra voir comment elle jongle. Je pourrais juste ajouter une affaire. On attaque beaucoup M. Biden sur son record au niveau des droits civiques, mais il y a quand même un record qui est très positif, reluisant. Et Barack Obama n'a pas pris quelqu'un qui aurait eu des doutes. Voilà, comme vice-président. Et ça va jouer pour lui à long terme. Bon point. Je suis content que vous l'ayez rajouté. Merci beaucoup et bonne soirée, bonne fin de semaine. Bonne soirée. C'était tout un défi de construire le nouveau pont Samuel de Champlain en 4 ans et c'est réussi. On parle de cet exploit avec ma collègue Dominique Forgette au retour. Je trouve que c'est super qu'on soit 2 mairesses, chacun de notre côté de la rive, qui aujourd'hui, disons oui, mission accomplie, on a un pont! Mesdames et messieurs les travailleurs et travailleuses, cette journée est la vôtre et nous sommes fiers de la partager avec vous. C'est le projet d'une vie. Le nouveau pont Samuel de Champlain a été inauguré officiellement ce matin après 4 ans de travaux et des investissements de près de 4,5 milliards de dollars. Ma collègue Dominique Forget, qui est journaliste à l'émission Découverte, suit depuis 4 ans la construction du pont Samuel de Champlain. Je lui ai parlé un peu plus tôt. Elle nous parle des défis qu'a représenté la construction de ce pont. Dominique, bonsoir. Bonsoir. On dit de ce pont Samuel de Champlain qu'il est exceptionnel. En quoi est-il exceptionnel? Je pense que le plus grand défi pour les ingénieurs, c'était l'échéancier. Ce qui est vraiment exceptionnel, c'est la vitesse à laquelle il a été construit. Les ingénieurs, quand on les a rencontrés, au début, ils nous disaient construire un pont comme celui-là, normalement, ça nous prendrait 5 ans si on est chanceux, 6 ans. Et là, ils l'ont fait ils devaient le faire en 3 ans et demi, finalement, ça a pris 4 ans. Mais ça reste vraiment exceptionnel, surtout avec l'hiver qu'on a au Québec. Il y a des mois où on va très, très lentement là, sur le chantier. Ils ont travaillé à moins 30 et à plus 30 l'été. Comment ils ont fait, alors, pour relever ce défi-là du temps en particulier? Ils ont travaillé dans un mode qu'on appelle conception-construction, design-build en anglais. C'est-à-dire que
on commence à construire alors que les plans d'ingénierie ne sont pas terminés. Moi, la première fois que je suis allée sur le chantier, il n'y avait rien déjà, et on était en train de construire les fondations du pylône principal, la haute tour. Et l'ingénieur était en train de forer des pieux et il ne savait pas exactement combien il allait devoir en forer. Et il parlait à l'ingénieur responsable de la conception qui, lui, était à San Francisco. Et finalement, ils ont dit, écoutez, on va en mettre 42, on va en mettre le maximum possible, on ne prend pas de chance, il faut construire. On remarque donc cette structure-là qui est plus haute que l'autre pont. On remarque aussi les piliers, là, les nombreux piliers qu'on a vus bâtir au fil du temps. Comment ils ont fait pour les construire, ces piliers? Bien, une autre façon qu'ils ont utilisée pour aller très, très rapidement, c'est le fait qu'ils ont préfabriqué les pièces. Donc, toutes les pièces, finalement, ou de nombreuses pièces, ont été fabriquées à l'extérieur du chantier et étaient acheminées vers le pont. Et c'est le cas notamment des segments qui ont servi à ériger les piles. Et le nouveau pont Champlain, ce qui le distingue, c'est vraiment 3 ponts séparés. Hein. Il y a il y a 3 travées, en fait, là? Oui, et elles sont séparées par du vide. Et ce qui aurait été plus simple, finalement, d'un point de vue d'ingénierie, ça aurait été de mettre 3 rangées de piliers. Mais ça aurait été plutôt moche. Hein. L'architecte a décidé de ne pas faire ça. Oui, exactement. Donc, lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est plutôt de mettre 2 piliers, comme ça, 2 jeux de piliers inclinés, et ils sont surmontés on appelle ça un chevet. C'est une poutre transversale en forme de W, et c'est ça qui vient tenir les 3 tabliers indépendants. Et les tabliers étaient glissés au fur et à mesure sur les piliers? Bien, c'est-à-dire qu'on a les piliers, les chevêtres. Ensuite, bon, il y a une autre pièce qu'on appelle les poutres caissons. Ça, c'est un peu l'épine dorsale. Et ensuite, on vient mettre la dalle de tablier. Ils sont partis des 2 rives, hein? Puis ils sont rejoints, je ne sais pas si c'est au milieu, mais il y avait 3 chantiers parallèles, en fait. C'est quoi les 3 chantiers? Il y avait du côté de l'île des Sœurs, du côté de Brossard et aussi au centre, là où il y a le pylône principal, on avait aménagé une jetée sur l'eau. On a mis, c'est 950 000 tonnes de roches dans le fleuve pour faire des plateformes de travail. Donc, il y avait une plateforme de travail qui était au milieu de l'eau, là, juste à côté de la voie maritime. Mais à un moment donné, ils se sont rejoints. Est-ce qu'ils se sont rejoints flush, comme on dit? Oui. C'est-à-dire que la partie au-dessus de la voie maritime, c'est la partie la plus complexe à construire parce qu'il y a des navires qui circulent et la priorité va aux navires. On ne peut pas mettre de piliers en dessous et on ne peut pas non plus mettre des barges pour servir de plateforme de travail. Mais bref, quand ils sont arrivés comme ça au-dessus de la voie maritime pour se rejoindre, il y avait 60 cm d'écart. Autant à la verticale donc, un trou de 60 cm, puis comme ça à la verticale. Autant à la verticale, 60 cm, 60 cm comme ça, puis il y avait aussi quand même une certaine distorsion latérale. Donc ça, c'est une des parties les plus complexes. Étonnamment, on avait l'impression qu'on touchait au but, c'était presque à la fin, mais en fait, il y avait un énorme casse-tête d'ingénierie qui était encore à résoudre. Et donc, ils ont fait les ajustements, puis ils ont comblé le trou en bout de ligne, c'est bien que ça arrive. Exactement. On dit, et c'est la dernière question, on dit qu'il va durer 125 ans, ce pont. Le pont Champlain actuel a duré 60 ans. Comment on peut faire pour que ça dure 125 ans? Bien, il y avait des gros problèmes de conception avec le vieux pont Champlain. Premièrement, il n'y avait même pas de système de drainage. Donc, les eaux remplies de sel, l'hiver, attaquaient le béton. Alors, cette fois-ci, on a un système de drainage qui est déjà une énorme amélioration. Les matériaux, la qualité des matériaux a fait énormément de progrès depuis les années 60. Là, on n'a plus les mêmes bétons. Aussi, on a mis de l'acier inoxydable à certains endroits parce qu'à l'intérieur du béton, on a ce qu'on appelle des armatures, des barres d'acier pour donner de la rigidité. Puis on a mis de l'acier inoxydable, donc beaucoup plus résistant. Et aussi, la clé, c'est l'entretien, c'est la maintenance du pont. Il est monitoré, le pont. Oui, exactement. Presque en temps réel. Oui, il y a 400 capteurs électroniques, puis il y a vraiment une petite station de contrôle qui est à la salle. Donc, finalement, à distance, on est capable de suivre la tension dans les haubans. Est-ce qu'il y a de la corrosion qui commence à s'installer dans le tablier? Est-ce que le pylône s'est déplacé? Il y a des capteurs GPS au sommet du pylône. Alors, vous avez vous-même passé 4 ans à surveiller ce pont-là. Oui. On verra le fruit de votre travail à l'automne prochain pour une émission de découverte. À découverte, oui. On a bien hâte de voir ça. En attendant, il faut se rappeler, c'est pas parce qu'on a un nouveau pont qu'il y a moins de congestion. La congestion va rester la même, d'autant qu'il y a un facteur tourisme maintenant associé à ça. Dominique, merci beaucoup et bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. L'Europe étouffe sous la canicule et fracasse des records. Au retour, notre collègue Jean-Charles Beaubois fait le point.
Une canicule frappe l'Europe en plein mois de juin. Des records de chaleur sont battus en Allemagne, en Espagne, en Pologne. Et aujourd'hui, dans le sud de la France, on a enregistré 45,9 degrés Celsius. Alors, quelles sont les causes de cette surchauffe? Est-ce qu'on doit se préparer à vivre la même chose ici? On en discute avec Jean-Charles Beaubois, qui est présentateur météo au Téléjournal de Radio-Canada. Jean-Charles, bonne soirée. Bonsoir. Ça chauffe et ça se voit sur la carte que vous nous présentez. Oui, tout à fait, une carte qui parle d'elle-même. C'est vrai que ce sont des courants en fait, qui viennent du sud du Sahara, tout simplement, qui traversent la Méditerranée et qui remontent. Alors, habituellement, ce n'est pas un phénomène très rare, parce qu'on a souvent même du sable du Sahara qu'on retrouve sur les voitures dans le sud de la France, mais ici, ça remonte très, très haut. Oui. Ça remonte jusque dans la région parisienne, pour demain en l'occurrence, parce que le gros de la chaleur et la canicule, vraiment le cœur de la canicule, ce sera pour demain à Paris. Et je ne sais pas si vous avez vu un reportage de nos collègues français hier à RDI, dans les Alpes françaises, la neige, ils disaient, les guides de montagne, ils disaient que la neige était souillée ou maculée, la neige blanche, il y avait du sable, du Sahara. Oui, tout à fait. C'est vraiment un phénomène qui est, comme je le dis, il n'est pas rare. Il se produit relativement régulièrement, souvent plus tard dans la saison. C'est vraiment très tôt actuellement. Et puis, il monte très haut. Vraiment, ça, c'est vraiment la particularité parce que, pour l'instant, les températures ont été déjà élevées, par exemple, sur une grande partie de la France. Il n'y a vraiment que les bords de mer, mer du Nord Atlantique, qui ont échappé jusqu'à présent à ces températures fortement élevées. Mais demain, on va atteindre les 30 degrés là-bas. Parce que ça va remonter aussi. Ah, oui, et quand on dit 45,9 degrés dans le sud de la France, on sait que le sud de la France, c'est chaud, mais on n'a jamais atteint autant. Non, c'est vraiment un record absolu. Depuis qu'on fait des observations, je veux dire, qui sont calibrées, eh bien, c'est vraiment le record absolu de 0,3 degrés, mais c'est quand même un record absolu. Et c'est dans quelle région que c'est dans le Gard. C'est dans le Gard, sud-ouest du Gard, très exactement. C'est vrai que c'est aussi, pendant l'été, une des régions les plus chaudes de France. Néanmoins, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Alors, en comparaison par rapport à l'ancienne canicule qui avait provoqué énormément de décès, c'est sûr qu'ici, dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus court. À l'époque, il y avait eu 3 semaines, 4 semaines de temps très, très chaud avec des températures largement au-dessus des 30 degrés. Ici, à partir de dimanche et déjà lundi, les températures repartent fortement à la baisse. On aura 25 degrés lundi à Paris. On risque d'avoir 39 demain. Alors, c'est passager, mais ça peut se reproduire, évidemment, durant l'été. On n'est pas à l'abri de ce phénomène. Non, tout à fait. Et puis, il y a d'autres, je veux dire, phénomènes qui peuvent apporter de la chaleur. Au mois de septembre de l'année dernière, la France avait à nouveau été aux prises avec une canicule beaucoup moins forte. Mais là, c'était juste un anticyclone, l'anticyclone des Açores, qui était venu se positionner sur la Bretagne et qui apportait cette chaleur. Et donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs phénomènes qui peuvent provoquer. Mais ce phénomène-là, en particulier avec ce vent chaud qui vient du sud du Sahara, est assez remarquable. Et chez nous, juste en terminant, il fait chaud. On se plaint pas. On se plaint surtout pas qu'il fait chaud, là, mais on a chaud quand même. Est-ce qu'on va avoir un été chaud? Alors, c'est toujours très difficile à dire. Moi, je n'aime pas faire des prévisions sur... ça fait un peu boule de cristal. Une chose est certaine, sur les modèles à moyen terme, le mois de juillet risque d'être un peu plus frais que d'habitude, avec des températures aux alentours de 25-26 degrés. Mois d'août risque bien d'être un peu plus chaud, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais mois de juillet sera un peu plus tranquille. D'accord. Jean-Charles, merci beaucoup. On vous suit au Téléjournal ce soir. Merci. Merci, au revoir. C'est tout pour nous ce soir. Les grands reportages suivent dans un instant. Ce soir, les enfants de la Révolution. L'histoire de la Chine de Mao Tse-tung est connue. Celle de ces enfants d'expatriés venus d'Europe ou des États-Unis les moins. Avec la proclamation de la République en 1949, ces étrangers deviennent des héros, les symboles de l'internationalisation de la Révolution chinoise. Ce statut va leur conférer des privilèges, mais aussi des obligations. Vous pouvez revoir des segments de notre émission sur Twitter et l'intégrale sur la zone audio-vidéo de l'application mobile Radio-Canada Info. Merci beaucoup d'avoir été là. Anne-Marie sera de retour mardi, parce que lundi, c'est férié. Bonne longue fin de semaine de la fête nationale. Et Anne-Marie de retour mardi. Au revoir. Bonne soirée.